maintenant, si vous en avez. Que ce soit pour Lise Bousselen ou pour Hervé Cattelot. Ah, Brenda. Moi c'est plus des remerciements qu'une question, mais il y a une petite question aussi. D'abord, je voulais remercier Lise et Hervé pour la présentation. C'était extrêmement intéressant. Vraiment, surtout celle d'Hervé, où il nous a vraiment parlé de culture et de spiritualité. Et du coup, pour poser une question à Hervé, est-ce que parce que je ne suis pas sûre d'avoir entendu cette partie-là, est-ce que dans le deuil de la population des Batabois, pardon, il y a aussi une période de Matanga? C'était la deuxième partie, et ça dure combien de temps? Enfin, un peu plus de détails sur la période du Matanga en soi, de deuil. Merci beaucoup. Oui, le Matanga, qui est le deuil, donc, qui est le moment des pleurs chez les Batabois, existe. C'est ce que j'ai classé dans la deuxième étape. Donc, il s'ouvre après l'annonce officielle du deuil du chef. Et là, c'est comme qui dirait, on permettait maintenant à la famille d'abord du chef de pleurer leurs parents, leurs grands-parents et leurs frères. On permet aussi au village de pleurer leur chef. Pleurer n'est pas seulement l'occasion de regretter son départ, mais pleurer a aussi un sens. C'est aussi une occasion de présenter les mérites de celui qui est décédé. Si j'étais en Bujima, je parlerais du Kassala. Donc, vous voyez, on voit les femmes pleureuses qui expriment l'amertume, mais en présentant les grandes qualités de celui qui a voyagé ou de celui qui est parti. Et donc, pour le retour du crâne, est-ce que c'est l'entièreté de ce processus qui serait envisagé? Qu'est-ce que vous avez entendu pendant votre descente de terrain? Qu'est-ce qui était envisagé? Merci beaucoup. Merci pour cet intérêt apporté à notre exposé. Effectivement, comme on a dit, le rapatriement a un caractère réparateur. À travers le caractère réparateur, les Batabois pensent refaire le deuil. Donc, suivre le processus normal pour corriger certaines fautes, car ils se culpabilisent. Ils pensent que tous les malheurs qui leur arrivent aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi correctement le processus du deuil. Alors, à l'aide ou à l'occasion du retour de ce crâne, ils tiennent à suivre scrupuleusement et rigoureusement le processus du deuil pour essayer de réparer, si je peux dire ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour ces exposés très intéressants. Quand vous avez expliqué la répétition de disparition de chefs ou de leur meurtre ou assassinat ou démembrement jusqu'à 2023 de manière répétée, est-ce que vous pourriez peut-être préciser évidemment ce qui est, bon, comme scientifique ou dans une recherche scientifique, il y a sans doute des enquêtes qui doivent être menées pour tenter de trouver les auteurs de ces crimes jusqu'en 2023. Mais je pense que ce serait intéressant d'approfondir le fait que dans le ressenti de la population, l'enlèvement de la dépouille du premier des chefs, Luzinga, finalement génère une perception et un narratif dans la communauté qui est peut-être de s'écarter des faits
nous, comme scientifiques, on ne va pas dire c'est un mauvais sort, mais de s'écarter des faits au point que justement on tombe dans une mauvaise légende et que peut-être à la fois il faut poursuivre l'analyse et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a encore ces crimes qui se répètent, et en même temps voir comment un apaisement peut être trouvé. Je pense que ce serait intéressant d'encore analyser plus, mais évidemment, ici, vous avez dû nous faire un résumé. Merci beaucoup. Une réponse brève, s'il te plaît, une réponse relativement brève, parce qu'on va devoir... Effectivement, approfondir et trouver les causes, cela fait partie de notre devoir en tant que scientifique. Je voulais juste vous dire que parmi les causes de toute cette répétition des décès, nous avons bien documenté les causes des décès, les décès récents de 2023. Et les autres décès, vous devez, donc, je vous prie de comprendre qu'il s'agit des communautés qui sont beaucoup plus attachées aux faits, à la narration. Et nous avons jusque-là des témoignages et récits attachés à ces deux disparitions. Mais je voulais vous dire que je prends cela comme une remarque et pourquoi pas comme une suggestion de grande valeur. Laurent, Oui. il y a une question en ligne. C'est Nathalie depuis le Teams. Il y a une question en ligne, peut-être même deux. On peut en prendre une, parce que nous allons devoir terminer la séance. Est-ce qu'on peut prendre la première? Je ne vois pas l'écran, donc je ne peux pas... Martin, allez-y. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend Oui, très bien. Je vais faire très court, mais un grand merci à Hervé, à Katola, à Kazeba pour son intervention. Donc, moi, j'ai aussi travaillé beaucoup sur les archives Lusinga. Ma question, elle tourne, et je le remercie d'avoir précisé l'enjeu de l'assassinat. C'est-à-dire, on parle de dépouilles, de restes, mais en fait, on oublie les contextes juridico-politiques et historiques. Et donc, ce qui est important ici, c'est qu'il a bien expliqué, c'est que cet assassinat a des conséquences sur le processus du deuil, qui a été rendu impossible, qui ont des conséquences politiques, il l'a expliqué à répétition, sur la déstructuration de la chefferie pour les communautés Batabois. Et là, j'avais une première question qui tourne autour de l'ancestralité politique. Donc, on sait, il a parlé d'Isaac Moinet, hein, donc on sait qu'il y a eu un énorme travail d'inculturation, de gestion des chefferies tabois par l'administration coloniale belge, ce que Valentin Yves Moudimbe appelle la structure coloniale. Donc, est-ce qu'il pourrait rapidement dire un mot de cette construction de la chefferie par le pouvoir colonial belge? Et l'autre côté étant évidemment que ce crime ou cet assassinat continué a des conséquences au Tanganyika, mais a aussi des conséquences en Belgique. Et je tiens ici, je pense qu'il y a Georgine Dibois qui est ici avec nous sur le live, de citer un certain nombre de personnes qui ont fait réémerger le nom de Lusinga avant que Michel Bouffiou en fasse un article. Ça me semble important. Et donc, je termine là-dessus, sur les délits de recel et de blanchiment de ces objets. Donc, disons, le crime continuait du côté des institutions belges. Voilà, je vous remercie. Hervé, je pense que c'est pour toi. Merci beaucoup, cher Martin. Et effectivement, vous voyez, c'est une séance de 20 minutes. J'avais du mal à toucher aux enjeux politiques et surtout que je ne suis pas juriste. J'ai eu peur de toucher aux enjeux juridiques dans le sens que j'allais commettre beaucoup d'erreurs. Mais pour ce qui concerne les enjeux politiques, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la colonisation est arrivée dans la partie du Tanganyika, comme partout en République démocratique du Congo aujourd'hui, la colonisation a occasionné plutôt la restructuration du milieu. Ce qui fait que Lusinga, qui était le grand chef, si j'ai dit le grand chef, ça ne signifie pas qu'il est le grand chef de tous les Tabois, non. Le grand chef pour la dynastie Kansabala se retrouvait en quelque sorte
chef subalterne. Donc, il y a eu inversion des relations politiques. Au départ, on était d'abord Kansabala, on devient Lusinga, et plus tard, on est Kiabaoni. Mais aujourd'hui, c'est qu'on a d'abord déplacé le siège du pouvoir de Kansabala, qui n'est plus à Kala, qui est leur village d'origine, ou le siège du pouvoir ancestral, qui est déplacé de Kala qui est déplacé plutôt de Kasalala à Kala. Et vous allez voir que le fait qu'on a amené le pouvoir ou le siège de Kansabala à Kala suscite des tensions entre les Kansabala et le chef Malibou qui est à Kala et qui considère Kala comme son fief aussi. Donc, il y a cette inversion de pouvoir, il y a, si je peux dire, perte de certaines responsabilités pour certains chefs parce qu'ils n'ont pas bien collaboré avec le colonisateur, parce qu'ils n'ont pas été fidèles, ainsi de suite.